Celui qui cherche à baisser ses impôts n'a pas compris. L'objectif, ça doit être d'augmenter ses revenus sans augmenter ses impôts. Je crois qu'en France, on a quand même la possibilité de faire plein de belles choses. Mais tu as toujours un équilibre en général, plus les perspectives de rendement sont élevées, plus le risque associé est élevé. Et ben moi, souvent, j'aide les députés et les sénateurs à travailler sur ce projet de loi de finances pour l'améliorer. Toi qui travailles au plus proche donc, du gouvernement, etc. sur ces questions-là, est-ce que c'est quelque chose qui te semble probable, possible ? Potentiellement, j'ai des loyers qui rentrent, mais fiscalement, je paye mon impôt et mes prélèvements sociaux sur zéro. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe vraiment des leviers en France pour optimiser son impôt sur le revenu ? Hello Simon, comment tu vas ? Ça va très bien et toi Thomas ? Ça va très bien aussi, je te remercie. Je suis super content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. On a pu un peu échanger 2 minutes avant le début. Et tu es un peu une référence, comme je te disais, en termes de fiscalité. Enfin, du moins, quand on commence à s'intéresser à la fiscalité autour de l'écosystème de l'entrepreneuriat, l'investissement, etc. sur les réseaux sociaux, on est vite amené à tomber sur toi à un moment ou à un autre, parce que tu partages beaucoup de contenu sur le sujet, que tu interviens beaucoup sur le sujet, qu'on en reviendra aussi, tu as déjà travaillé avec plusieurs personnalités assez connues dans le domaine de l'investissement, etc. Et pourtant, toujours avec ce domaine de base de la fiscalité, un domaine qui fait peur à beaucoup de monde, qui en fait fuir plus d'un, qui est mystérieux pour beaucoup. Et toi, tu essayes vraiment, à travers ton contenu, de vulgariser un peu la fiscalité, de démocratiser ce concept. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve super. Moi, personnellement, sur ma chaîne, j'essaye vraiment de démocratiser tout ce qui est éducation financière en général. Et la fiscalité, ça fait partie, c'est un thème important qui est souvent sous-estimé de cet écosystème. Donc, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour que tu puisses nous partager un peu ton expertise, ton parcours, tes conseils, avec un peu pour objectif qu'à la fin, quelqu'un qui nous écoute ou nous regarde puisse non seulement mieux te connaître, apprendre un peu ce que tu fais, etc. et aussi avoir une meilleure compréhension du monde de la fiscalité en France et des leviers un peu qu'il peut avoir lui en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, etc. Donc si tu peux simplement commencer par te présenter, ça serait un peu ton parcours, ce que tu fais, ça serait super. Eh ben écoute, merci Thomas pour l'invitation. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je m'appelle Simon d'Aragon, je suis docteur en droit fiscal. Alors c'est un grand mot, hein, évidemment, ça fait tout de suite titre très important. En vérité, j'ai fait des études de droit à l'université. Et à la fin de ces études de droit, après m'être spécialisé en fiscalité et en fiscalité internationale, j'ai écrit ce qu'on appelle une thèse de doctorat. Pendant 5 ans et demi, j'ai rédigé une thèse sur un sujet très précis, dont on se moque un peu en vérité. Le sujet n'a pas trop d'importance, mais ça a été un bouquin finalement à la fin de 700-800 pages qu'on soutient devant des spécialistes de la matière fiscale. Et c'est ce qui permet d'obtenir le grade de docteur, qui est le titre chez les juristes le plus élevé qu'on ait. Donc je deviens docteur en droit fiscal, ça c'était en 2017. Et à partir de là, c'est là que tout s'enclenche un petit peu. Alors j'enseignais déjà à l'université depuis que j'avais 23 ans à peu près. J'ai démarré assez tôt, j'ai mon bac un peu tôt, j'ai pu avancer un peu plus tôt que la moyenne, on va dire. Donc je commence l'enseignement à l'université et puis surtout à partir de 2017, à partir du moment où je suis docteur en droit fiscal avec un vrai titre, une vraie reconnaissance, j'enclenche un certain nombre de choses. Je commence à créer des structures, à créer des entreprises et j'ai la chance d'avoir des expériences assez incroyables au passage puisque fin 2017, début 2018, je pars réaliser des conférences dans toute l'Europe, notamment dans toute l'Europe de l'Est avec des responsables politiques français. On se moque un peu de l'étiquette politique, c'est pas ça le sujet, puisque l'idée c'était de parler de fiscalité à ceux qu'on appelle les non-résidents, les Français de l'étranger. Tous les Français qui vivent à l'étranger, en fait, sont confrontés à des problématiques fiscales qu'on n'a pas nous en France. Et donc du coup, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un besoin à ce moment-là en matière fiscale, notamment chez les Français de l'étranger. Donc je pars faire ces conférences. Et puis voilà, après les choses se sont enclenchées assez rapidement. J'ai bossé un petit peu pour le gouvernement de la Principauté de Monaco. Pendant quelques mois, ça a été une belle expérience également. On a rédigé des textes, on a essayé d'améliorer en fait le droit monégasque en s'appuyant notamment sur la fiscalité française. Et puis voilà, à partir de là, je crée plusieurs structures. La principale que tout le monde connaît, j'allais dire, non évidemment pas tout le monde, mais en tout cas tous ceux qui nous suivent un petit peu, qui me permet d'accompagner des gens en matière fiscale, mais plus globalement en matière d'investissement, puisque comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on démarre le podcast, l'idée, c'est que je suis devenu la personne de confiance de plein de personnes et c'est ce qui me permet d'avoir à la fois l'expertise en matière fiscale, mais aussi l'expertise plus généralement dans le business. On va certainement y revenir. J'ai plein de types de clients différents, ce qui me permet d'avoir une vue un petit peu d'ensemble.
Voilà en quelques mots. J'imagine qu'on va affiner après sur les questions, mais voilà en quelques mots ce que je fais aujourd'hui. Et juste un petit mot sur ma deuxième casquette principale, parce que c'est quand même important de le dire. Je suis maître de conférence à l'université. Ça veut dire que j'enseigne à l'université et je dirige un master de droit fiscal. Donc je forme les fiscalistes de demain. Et ça, c'est le volet transmission qui me plaît énormément, puisque je suis dans la transmission permanente de cette matière que j'aime tant, la fiscalité. Et tu l'as dit tout à l'heure, mon objectif, c'est de la rendre accessible à tous, avec des mots simples, avec des mots compréhensibles. Donc voilà un petit peu la mission. Ce que je trouve génial, c'est que tu pars donc de ce domaine, cette expertise de base, la fiscalité, mais ensuite, aujourd'hui, tu as plein de casquettes différentes. Donc, tu as la casquette vraiment fiscaliste, tu as travaillé sur des projets donc, avec la Principauté Monaco, avec des politiques, aussi sur le projet de loi finance, il me semble. Tout à fait. Tu as la casquette professeur, tu as la casquette entrepreneur, investisseur. Donc, ça fait plein de casquettes différentes et tu essaies vraiment de vulgariser ce domaine en plus. Aujourd'hui, toi, concrètement, tu te considères comme quoi avant tout ? Est-ce que tu te considères comme un fiscaliste, comme un professeur, comme un entrepreneur, avec toutes ces activités ? C'est quoi un peu ton activité par laquelle tu te définis ? Comme tout à la fois. Je me définis comme tout à la fois. Et je trouve qu'en fait, le terme d'entrepreneur peut permettre d'englober tout ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai la sensation d'être plus un entrepreneur qu'autre chose. Parce que je trouve qu'être fiscaliste, être même professeur à l'université, finalement, c'est être entrepreneur un petit peu. C'est entreprendre des choses. Moi, à l'université, j'y suis pour la transmission. J'y suis pour transmettre des choses de ma vie de tous les jours aux étudiants. On le disait tout à l'heure, moi, je ne suis pas là pour lire un bouquin. Me demande pas de venir et de suivre un truc très précis sur un cours que j'aurais préparé. Non, j'ai besoin de venir parler de choses concrètes, de choses pratiques, parce que moi, quand j'étais à l'université, et je sais que tu y étais aussi, quand on était à l'université, c'était particulièrement difficile d'avoir des profs qui se pointaient devant nous et qui nous lisaient leurs cours et qui n'avaient aucune expérience pratique parce qu'en fait, on ne voyait pas ce que ça pouvait nous apporter. Et donc, j'essaie un petit peu de contrer ce truc-là. Alors, tu me demandais ce que je suis. Oui, j'ai la chance d'avoir plein de casquettes et le pire, c'est que ce n'est pas fini, c'est que c'est que le début. Non, je suis très à l'aise avec le fait que j'ai envie de réaliser plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses différentes. J'ai bien commencé, tu l'as dit, j'ai la chance d'être enseignant, d'être entrepreneur sur plein de domaines et on pourra en parler un petit peu, d'être spécialiste de la matière fiscale. On va dire que c'est ma verticale, c'est mon point de départ. Il faut avoir une zone de génie, il faut avoir une zone dans laquelle on est l'expert finalement pour avoir de la crédibilité sur tout le reste. Mais évidemment, il y a plein d'autres projets qui arrivent et il y en a un que j'annoncerai fin mars. Pareil, sortie totale de ma zone de confort pour ce projet qui sortira fin mars. Même moi, je ne m'en remets pas de faire ce truc-là. Et puis, j'ai plein d'envie pour la suite. J'ai envie de réaliser plein de choses par la suite. Donc voilà, on continue à avancer. Et oui, pour répondre à ta question, je trouve que le terme d'entrepreneur résume assez bien mon état d'esprit plus que tout ce que je fais. Je pense que la réponse, elle me semble évidente. Quand on voit tout ce que tu entreprends différent, ça se voit que tu as vraiment cette âme d'aller chercher des nouveaux projets, d'entreprendre des nouvelles choses. Donc, c'est vraiment le domaine d'expertise à la base de la fiscalité qui part de là, comme tu dis, ta zone de génie. Et ensuite, ça s'étend sur plusieurs facettes. Exactement. Et puis, je m'inspire de toutes les personnes que je rencontre dans la matière fiscale. À la base, je rencontre des gens grâce à la matière fiscale. Sauf que tu rencontres tous les jours des chefs d'entreprise différents, des chefs d'entreprise avec des activités différentes, des stratégies différentes, des envies différentes. Et au final, tu vois, tu t'es pris aussi moi, je suis pris dans ce tourbillon-là aussi. Et donc, c'est aussi pour ça que j'entreprends. Je dois beaucoup à mes clients, autant qu'ils me doivent sur la partie fiscale notamment, mais je leur dois beaucoup sur l'apprentissage quotidien que j'ai à leur contact. Parce qu'aujourd'hui, donc, les clients que tu accompagnes, ce n'est pas une cible en particulier. Tu ne cibles pas que les entrepreneurs, que les investisseurs. Tu as plusieurs types de clients différents. Alors, ça peut être des particuliers qui ont besoin d'être accompagnés sur des stratégies d'investissement, assez généralement. Ça peut être des chefs d'entreprise, évidemment, des chefs d'entreprise de tous les domaines. En vérité, ce que je te disais tout à l'heure, le domaine, je m'en moque un peu finalement. Ce qui compte, c'est toute la stratégie qu'il y a derrière, notamment fiscale, qui permet de développer le business et de sécuriser un business. Donc, particulier, chef d'entreprise, beaucoup sportifs de haut niveau. J'aime beaucoup accompagner les sportifs de haut niveau dans leur carrière parce que tu noues une relation particulière et c'est difficile de créer ce lien de confiance, mais une fois qu'il y est, tu vis vraiment une relation particulière. Et moi, ça me plaît beaucoup. Je suis un amateur de sport, j'aime beaucoup le sport, j'ai grandi, j'ai baigné là-dedans. Et donc, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir développer ça. Et ensuite, quatrième catégorie, évidemment, c'est aussi des chefs d'entreprise, mais je les cible. C'est vrai que je suis devenu un petit peu la référence pour tout ce qui est entrepreneur, infopreneur,
gens de la télé-réalité, youtubeurs, etc., etc. En fait, tous ces influenceurs, etc., toutes ces personnes qui décident de se développer sur les réseaux sociaux, qui décident parfois de s'expatrier, etc., etc. Et ben, c'est vrai que j'ai développé une expertise et naturellement, ils viennent vers moi parce qu'ils ont compris qu'en fait, je ne suis pas là pour parler avec des mots compliqués et personne ne comprend rien. Je suis au contraire là pour donner des informations de la manière la plus claire possible. Tu l'as dit toi-même, tu t'es développé une certaine image, surtout par exemple sur les réseaux sociaux, où aujourd'hui où tu as quand même une communauté, où on te voit passer souvent. Est-ce que c'était volontaire de ta part, ça? Est-ce que c'était dans une stratégie pour te développer, tout simplement? Ou est-ce que au final, c'est venu un peu malgré toi, en intervenant un peu à droite, à gauche, que tu as commencé Complètement. En fait, j'étais même plutôt contre au début. J'étais plutôt contre parce que je ne suis pas du style à vouloir me mettre en avant sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est un style de le faire, mais en tout cas, j'avais pas forcément ça à l'idée, même si ça ne me dérange pas, j'interviens devant plein de gens, etc. Je ne suis pas du tout en difficulté de me mettre en avant, mais ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais imaginé. Puis un jour, au milieu d'un rendez-vous avec un client qui est assez connu sur les réseaux, on fait une petite pause, on boit un café, on fait une petite pause, et puis il me dit « Mais Simon, mets-toi sur les réseaux sociaux, tu vas apporter plein de choses à plein de gens. » Et je lui dis « Mais attends, moi je suis un gars sérieux, je suis pas comme toi. Je suis un gars sérieux, je veux pas apparaître. » Et en fait, ce jour-là, il m'a expliqué, et d'ailleurs je l'en remercie, il se reconnaîtra évidemment. J'ai compris que je pouvais communiquer à ma manière. J'avais pas besoin de répondre à un standard, j'avais pas besoin de répondre à une manière de fonctionner particulière. En fait, je communique comme j'ai envie, et donc du coup, ça me vaut parfois quelques remarques de comptes Instagram qui sont contre la pollution de la Terre, parce que souvent mes stories, je les mets quand je suis dans l'avion ou quand je prends un avion, et donc du coup, je me fais parfois engueuler par certains comptes qui me disent que je prends trop l'avion. Bon, c'est un petit clin d'œil évidemment, parce que c'est toujours bienveillant, mais voilà, je fais quand je peux. Quand je veux, quand je le sens, et je me fixe aucune obligation. Je communique comme ça me vient, et ça me réussit plutôt pas mal parce que j'ai plutôt un engagement. J'ai découvert ce que c'était l'engagement sur les réseaux sociaux. Moi, je ne savais pas jusqu'à quelques semaines. Un très bon engagement. Non, mais je ne savais pas ce que c'était. Et pour le coup, oui, j'ai un engagement. A priori, les gens apprécient que je sois plutôt détendu. Je n'ai pas grand-chose à vendre. Je ne cherche pas des clients. Les gens viennent à moi quand ils en ont besoin. Je ne suis pas dans une logique de démarchage, etc. Et je crois que ça, concrètement, ça plaît au grand public. C'est vrai que, en général, de base, la fiscalité, ça a quand même une image assez sérieuse, assez stricte. Et quand on va voir un fiscaliste, etc., on s'imagine un certain cadre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens de ce domaine de base qui sont sur les réseaux sociaux, qui essayent un peu de parler de ce qu'ils font, etc. Et toi, tu l'as fait. On te voit intervenir sur pas mal de choses différentes. On voit qu'au final, tu es quelqu'un de très accessible. Je peux le confirmer aujourd'hui. C'est le but. Et donc, du coup, ça t'amène vraiment cette image de simplification, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant, ce que je trouve bien. Tu as pu dire que tu as accompagné donc, pas mal de personnalités connues. Je suppose que tu ne peux pas citer de noms. C'est des noms que je suppose que les gens connaissent. Tout à fait. C'est des gens, tout le monde, entre guillemets, les connaît pour certains. Il y a ceux qui décident de m'afficher et de m'identifier sur les réseaux. Du coup, vous pouvez les voir directement sur les réseaux sociaux quand ils font ce type de partage. Ceux, évidemment, qui décident de ne pas afficher le fait qu'on travaille ensemble, on va respecter, évidemment, la confidentialité. Mais oui, je te disais, j'ai la chance d'avoir un certain nombre de personnalités connues. Alors, encore une fois, connues, ça ne veut rien dire. Ouais. Ça dépend des domaines, etc. Mais oui, forcément des sportifs que vous connaissez, forcément des influenceurs que vous connaissez, etc. Mais encore une fois, moi, l'idée, c'est toujours pareil. Je te l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, avant qu'on attaque ce podcast. Je travaille avec tout le monde. Je veux être accessible pour tout le monde. Et il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de gros clients. Il y a une relation humaine qui s'installe. Et cette relation humaine, ça doit être une relation de confiance. Et à partir de là, moi, je travaille vraiment avec tout le monde. Et est-ce que le fait, donc, du coup, de pouvoir d'être constitué à un certain réseau, etc., à force, tu as franchi donc, la limite de juste le conseil fiscal et tu as commencé à faire des investissements avec ces gens, des projets entrepreneuriaux avec diverses personnes ou... Alors, c'est assez amusant que tu me dises ça. J'ai mis beaucoup de temps à franchir ce pas-là parce que je voulais, au début, garder vraiment une relation très professionnelle d'accompagnement. Et puis, petit à petit, tu te dis que, bon, quand même, il va falloir être un peu moins rigide. Je crois que c'est la nature humaine. Au début, on est un peu rigide et puis, progressivement, on se détend pour tout le monde, dans tous les domaines. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, je développe avec des personnes qui, à la base, étaient des clients, qui sont devenus des amis. Je développe un certain nombre de projets de création d'entreprise.
Voilà, j'ai la chance d'avoir développé, entre guillemets, un écosystème aussi autour de ma matière, puisque je suis associé dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, ça veut dire que mes clients peuvent être accompagnés quasiment tous par le même expert comptable, qui est un ami à moi, en qui j'ai grande confiance. Je suis associé aussi sur une partie financière, sur tout ce qui est partie placement financier. Ce qui veut dire que tous mes clients peuvent placer leur argent avec un vrai spécialiste de la finance, qui est là encore quelqu'un en qui j'ai grande confiance. Et ça permet aussi de faire passer un petit message. L'association, c'est une richesse dont il ne faut pas se passer. Par contre, il faut trier sur le volet les personnes avec qui on s'associe, parce qu'évidemment, on engage notre image à côté d'eux. Donc, on n'a pas le droit de se louper. Il faut bien les choisir. Très clairement. Donc, avec toutes ces expériences, tu as pu voir beaucoup de projets passer, etc. Et donc, à force de voir les différents business models, les différents investissements, est-ce que toi aussi, tu t'en es pas nourri au final? Est-ce que ça t'a pas permis d'apprendre plus sur le fonctionnement de l'investissement, de l'entrepreneuriat, etc.? Complètement. J'avais pas grand-chose à apprendre en matière fiscale parce que c'est mon domaine. Mais par contre, j'avais tout à apprendre et j'ai encore beaucoup à apprendre sur toute la partie investissement, sur toutes les logiques de business, sur toutes les stratégies. Moi, des fois, je découvre des clients qui mettent en place des choses incroyables et je me dis... même moi, ça m'enrichit de voir ce qu'ils mettent en place. Ça va m'enrichir pour d'autres projets. J'ai un projet dans le vin, j'ai un projet qui arrive sur d'autres thématiques. J'en parle pas, ce sera un peu la surprise fin mars. Voilà, j'ai la chance de développer beaucoup de projets et de m'inspirer des personnes que je rencontre au quotidien. Et c'est pour ça que je suis très attaché à cette relation humaine que je noue avec chacune des personnes que je rencontre. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de gros clients. Je crois que l'ascenseur social, il peut aller dans un sens comme dans l'autre pour tout le monde. Et donc, du coup, je pense qu'il faut toujours rester accessible pour n'importe quelle personne. Est-ce que toi-même, du coup, à la suite de ça, tu as fait des investissements immobiliers, investissements financiers, etc. ou... Bien sûr. Alors, bien sûr, évidemment, je suis convaincu par ce que je fais et par ce que je raconte. L'immobilier, oui, évidemment, j'ai fait beaucoup d'investissements immobiliers. On va pas rentrer dans le détail de mon patrimoine parce que c'est pas le sujet, mais évidemment, j'ai investi à plusieurs endroits, sur plusieurs types de biens. Plusieurs pays également ou que en France, pas plusieurs pays. Je suis pas convaincu par l'investissement immobilier à l'étranger. Je suis plutôt même opposé à ça. D'accord. Alors, opposé, tout est relatif. Opposé dans la mesure où, crédit bancaire quasiment impossible à obtenir. Donc, il faut mobiliser sa trésorerie. 2, le risque est forcément plus important que quand on investit dans un pays qu'on maîtrise, comme la France, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas les aspects juridiques, etc., d'un investissement dans un autre pays. Et 3, je ne suis pas convaincu que l'herbe est plus verte ailleurs. Je crois qu'en France, on a quand même la possibilité de faire plein de belles choses, même de manière fiscale, de manière générale. Mais là, on parle d'immobilier. Donc, non, moi, je suis plutôt contre l'investissement immobilier à l'étranger, sauf, encore une fois, il y a toujours une exception en vérité dans tout ce qu'on dit, sauf quelqu'un qui investirait dans l'immobilier à l'étranger peut-être un 10e ou un 15e de son patrimoine total. Ça me choque pas. Il y a une prise de risque, mais sur un 10e du patrimoine, bon, c'est diversifié. Exactement, sur une logique de diversification, tout à fait. Et le financier, bien entendu, comme je te disais, j'ai la chance d'avoir mon associé qui gère toute la partie financière de tous nos clients. Évidemment, c'est lui qui gère la liquidité, bien sûr. La tienne. C'est vrai que maintenant, on voit pas mal d'investisseurs qui commencent à parler d'investissement à Dubaï, à Bali, etc. Toi, ça t'a jamais tenté, du coup Alors, je vais pas dire que ça m'a jamais tenté. Alors, non, ça m'a jamais tenté, mais je me suis quand même renseigné parce que je suis pas non plus borné et fermé d'esprit, tout au contraire. Mais par contre, je suis pas convaincu par ce que j'ai vu. Encore une fois, chercher de la rentabilité, etc., pas de problème. Mais il y a une prise de risque qui est énorme derrière. Tu es dans le monde de la finance. Moi, j'y suis pas du tout. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on parle, mon associé sur la matière financière, jusqu'à il y a quelques jours, il pouvait me dire qu'il y avait des placements financiers garantis jusqu'à 5% sur les 2 prochaines années. Je me dis, qu'est-ce que je vais aller mettre mon argent à Bali ? Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que la prise de risque, elle est inconsidérée par rapport au rendement qu'on peut avoir sur des choses assez simples, finalement, côté français. C'est vrai que cet équilibre risque-rendement, il y a plein de gens qui ne l'ont pas. On leur parle juste du rendement à 2 chiffres en général. Et donc, du coup, ils font tête baissée. Mais tu as toujours un équilibre en général. Plus les perspectives de rendement sont élevées, plus le risque associé est élevé. Et c'est un équilibre qu'on oublie souvent en général. Et puis surtout, moi, ce que je veux dire aux personnes qui nous regardent, l'argent facile, ça n'existe pas.
on peut avoir un coup de chance. On peut avoir même des coups de chance dans la vie. L'argent rapide existe, mais l'argent facile n'existe pas. Exactement. Exactement. Je crois qu'il faut vraiment... il y a des heures de travail derrière chaque réussite. Il y a des heures de travail derrière chaque gain réalisé. Et je crois que ça, vraiment, il faut l'avoir en tête. Parce que, par exemple, quand on pense argent rapide, argent facile, on pouvait aussi en discuter avant le podcast, tout ce qui est crypto-monnaie. On voit beaucoup de gens qui ont gagné des sommes avec les crypto-monnaies, mais déjà, il y a un effet de biais avec ça, parce qu'il n'y a que les gens qui ont gagné qui en parlent. Et en plus de ça, il y a toujours cet effet, ce couple rendement-risque, parce qu'on prend un risque énorme. Au final, quand on pose sur une crypto-monnaie qui est très peu connue, on a quasiment 90%, 95% de chances de tout perdre. Et des fois, il y a des personnes, un peu comme quand on joue au casino, qui gagnent. C'est comme ça. Et on a l'impression que du coup, c'est l'opportunité du siècle, alors qu'il faut toujours avoir ça en tête. Et exactement. Moi, j'y connais rien en crypto-monnaie. J'y connais en tout cas pas grand-chose. J'ai suivi une formation avec un client à moi qui est spécialisé, etc. Je voulais vraiment quand même avoir des bases, donc j'avais besoin de comprendre. Moi, j'y connais pas grand-chose. La seule chose que je sais, c'est que je suis toujours surpris de voir des personnes qui n'ont pas de formation en finance et qui n'ont pas du coup d'appétence éducative au risque. Ils ont peut-être une appétence naturelle pour faire tout ça, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'éducation derrière pour apprendre à maîtriser le risque, à maîtriser cette matière financière que moi-même, je ne maîtrise pas. Attention, je ne donne pas de leçons à qui que ce soit. Mais je trouve quand même que c'est surprenant de voir tous ces conseils dans des matières comme les crypto-monnaies par des personnes qui, à mon avis, ne sont pas du tout en maîtrise de ce domaine financier. Et donc, je dis, attention, prudence. Prudence vraiment sur les conseils qu'on suit, aveuglément parfois, parce qu'il y a l'appât du gain derrière. C'est un peu, alors, je dis ça et je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est un peu... Moi, je suis toujours très surpris de me dire... et pourtant, Dieu sait que je pense que c'est quelqu'un de très compétent. Je suis toujours très surpris de me dire que le ministre de l'économie n'a jamais été chef d'entreprise. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette idée. On demande à quelqu'un de gérer l'économie de tout un pays, alors qu'il n'a jamais géré d'équipe, géré d'équipe dans un domaine privé, su combien ça coûtait de payer quelqu'un, de salarier quelqu'un. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette idée de se dire ok, il faudra avoir quelqu'un quand même qui sait de quoi il parle en termes financiers. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas affaire à des travailleurs, à des gens compétents sur plein de choses, etc. Mais je suis toujours un peu surpris. Tu vois. C'est un peu des décalages qui, moi, me gênent. D'ailleurs, comme tu as mentionné le ministre, ça m'y a fait penser. Tu as pu donc travailler avec des projets avec aussi le gouvernement. Tu as notamment travaillé sur la loi finance, il me semble. Alors en fait, tous les ans, ce que je fais, tous les ans, les gens peut-être qui nous regardent le savent, tous les ans, il y a la loi de finances qui est travaillée et adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat. La loi de finances, c'est le texte qui prévoit le budget de l'État pour l'année suivante et qui prévoit toutes les mesures fiscales importantes de l'année suivante. Et donc en fait, il y a un projet de loi de finances qui arrive, qui sort de Bercy, qui sort du ministre de l'économie et qui est travaillé par les responsables politiques, notamment les députés et les sénateurs. Et ben moi, souvent, j'aide les députés et les sénateurs à travailler sur ce projet de loi de finances pour l'améliorer. C'est-à-dire que je les aide déjà à comprendre le texte qui est arrivé, parce que c'est très technique, hein, c'est pas du tout contre eux, c'est très technique. Oui. Et ensuite, à avoir des idées pour proposer une amélioration, pour proposer ce qu'on appelle des amendements. Les amendements, c'est des textes qui modifient le texte initial. C'est-à-dire qu'on propose une petite modification de ce qui a été émis par le ministre de l'économie. Et donc, du coup, je les aide à travailler là-dessus, à essayer d'améliorer la fiscalité française. Encore une fois, je me moque complètement de l'étiquette politique de ces personnes. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de les aider à comprendre les enjeux fiscaux qu'il y a derrière un texte et de leur donner quelques idées pour les améliorer. Après, peu importe l'étiquette politique, je travaille avec des responsables politiques de différents partis. C'est pas ça le sujet. La première chose à laquelle ça me fait penser quand tu me dis les enjeux fiscaux, parce que je m'intéresse beaucoup à l'investissement immobilier, toi aussi je sais, c'est qu'on parle beaucoup depuis plusieurs années du statut LMNP, par exemple, qui pourrait être potentiellement supprimé, c'est ce que beaucoup disent depuis certaines années. Toi qui travailles au plus proche donc, du gouvernement, etc., sur ces questions-là, est-ce que c'est quelque chose qui te semble probable, possible à l'avenir ? Possible, oui. À partir de quand quelque chose devient probable ? Franchement, j'en sais rien. Moi, ça fait 10 ans qu'on me dit que le statut LMNP va disparaître. Par contre, moi, ça fait 10 ans qu'à chaque fois qu'on me pose la question, je réponds « il n'y a rien ». Il n'y a pas de proposition de loi, il n'y a pas de projet de loi, il n'y a rien. Par contre, depuis quelques semaines, il y a quelque chose. C'est-à-dire que là, il n'y avait rien jusqu'à maintenant. Depuis quelques semaines, il commence quand même à y avoir des responsables politiques qui s'intéressent au sujet
et qui suggèrent des modifications parce qu'ils se rendent compte que c'est un statut qui fiscalement est particulièrement intéressant. On ne peut pas leur en vouloir, on en a bien profité. Ils envisagent de faire évoluer ce statut. Il y en a qui disent qu'il faut l'aligner sur la location nue. Je pense que c'est un petit peu extrême. Il y en a qui nous disent que simplement, au moment, alors ceux qui nous suivent, ceux qui font de l'immobilier comprendront, au moment de la vente d'un bien, le calcul de l'impôt sur la plus-value tiendrait compte des amortissements qui ont été réalisés pendant la location du bien. Et ça, en soi, ce ne serait pas incohérent sur le principe. Un peu sur la même manière que la SCI à l'IS. Exactement, un peu la même logique. Ça, ce ne serait pas illogique. Du coup, ce serait moins intéressant pour nous, investisseurs, qu'on soit bien d'accord, mais ce ne serait pas complètement illogique d'un point de vue du raisonnement. Moi, le seul message que je voulais faire passer aux responsables politiques, et je l'ai passé quand ils ont commencé à en discuter, j'ai écrit à plusieurs responsables politiques et je leur ai dit, moi, je peux comprendre que vous réfléchissiez à des évolutions. Par contre, vous ne changez pas les règles du jeu d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que j'aimerais que la mesure, si elle entre en vigueur, elle soit différée sur au moins 6 mois ou 1 an. Qu'on puisse, en tant qu'investisseur, se dire, OK, dans 1 an, les règles du jeu vont changer. OK, je me pose et je fais de l'arbitrage sur mon patrimoine. Peut-être que je vends certaines choses, peut-être que je garde certaines choses. Et en plus, ça permettrait quoi ? Sur une crise comme on connaît aujourd'hui immobilière, enfin une crise immobilière notamment pour les agents immobiliers, ça permettrait de certainement relancer les ventes de biens immobiliers. Ça permettrait de relancer un petit peu le marché de l'immobilier. Donc je crois que tout le monde peut être gagnant dans cette logique-là. Parce que ce que je trouve un peu surprenant, tu as mentionné effectivement qu'on est sur une crise de l'immobilier. Il y a quand même une crise du logement en France. Le LNP, c'est un peu un des derniers statuts qui incite les investisseurs à essayer de rénover un peu le patrimoine et de mettre en location, donc à devenir propriétaires. Et s'il le supprime, est-ce que ça accentuerait pas encore cette crise du logement dans une certaine mesure parce que ça découragerait certains investisseurs, etc. Alors, peut-être. Moi, je suis toujours... je trouve ça toujours délicat de parler en hypothèse parce qu'en matière fiscale, tout peut tellement changer vite. Et il y a même parfois, ça va tellement vite, je ne sais pas si tu as vu, ils ont même fait une erreur dans la dernière loi de finances. Ah d'accord. Ils se sont trompés, ils ont voté un truc sans faire exprès. C'est un peu embêtant. Ça concerne le régime LMNP en régime micro. Tu sais, tu as un abattement de 71% lorsque tu es meublé de tourisme. Et ben, ils ont voté que cet abattement de 71% n'existe plus dans certaines zones et qu'on l'aligne sur la location nue, c'est-à-dire que ça devient un abattement de 30%. Donc ça fait très peur à beaucoup d'investisseurs qui étaient dans ce régime, mais ils ont reconnu que c'était une erreur et on va voir comment ça va être traité. Tout ça pour te dire que je suis pas à l'aise avec l'idée des projections. Oui mais si. Ben, si ça arrive, si c'est annoncé et si ça arrive, on se mettra autour d'une table et on fera les arbitrages qui s'imposent et on aura les réflexions qui s'imposent. C'est difficile en matière fiscale d'avoir des projections. C'est comme si tu me dis, on est en 2024, prochaine présidentielle 2027, dans 3 ans. Enfin, selon la personne qui va être élue, en fait, tout peut changer. Tout peut changer. Tout peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est très délicat. Très difficile, et c'est aussi ça qui fait la beauté de la matière fiscale, évidemment. Surtout que, comme tu l'as dit, c'est quand même un domaine qui évolue chaque jour. Tous les jours. Et toi, en tant qu'expert dans le domaine, comment tu fais pour te tenir informé tout le temps de tout ce qui se passe, etc. Est-ce que c'est directement via tes relations justement avec les personnes au gouvernement, etc. Ou est-ce que tu t'informes via des sites Alors, c'est évidemment un travail quotidien. Moi, j'ai une équipe, évidemment, qui travaille tous les jours et qui me tient au courant de tout ce qui se passe. Je ne peux pas, moi, prendre le temps, évidemment, de suivre tout ce qui se passe. Donc, voilà, on a une équipe, on est tous sur le pied de guerre, entre guillemets, et on est tous concentrés sur toutes les évolutions qui arrivent. Tiens, il y a un projet de loi qui arrive. OK, le projet de loi, ou la proposition de loi, elle vient de qui ? Elle vient de quelqu'un qui a une chance de le faire passer ou c'est juste un coup politique ? Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Des fois, il y en a, ils disent, oui, il faut faire ça comme changement. Mais bon, c'est un député qui n'a aucune assise et aucun soutien de la part du gouvernement. Donc, on sait que ça passera pas, c'est juste un petit coup politique. Donc voilà, il y a une petite analyse derrière aussi qui est intéressante de savoir est-ce que ça a une chance de passer ou D'accord. Donc il faut avoir quand même une certaine connaissance un peu du système politique, des jeux de pouvoir, comment ça marche, etc. Exactement. D'accord. La fiscalité, c'est quand même un domaine un peu qui est très large. On peut le décomposer en plusieurs sous-domaines. Donc il y a tout ce qui est impôt sur le revenu, impôt sur le patrimoine, société, etc. Si on commence juste par parler d'abord impôt sur le revenu, concrètement, il y a beaucoup d'idées qui disent qu'une personne qui a beaucoup de moyens peut faire diminuer réellement son impôt sur le revenu si elle est bien conseillée, etc. Toi qui es un expert dans le sujet, est-ce qu'aujourd'hui, il existe vraiment des leviers en France pour optimiser son impôt sur le revenu ? Complètement.
Ok. Alors, il existe, attention, je vais nuancer tout ce que je dis évidemment, quelqu'un qui est salarié d'une grosse boîte et qui a des salaires très importants et qui a rien d'autre, je suis désolé, mais je peux rien faire pour lui. D'accord. Ou pas grand-chose. Mhm. Pas grand-chose parce qu'il y a quand même des solutions, mais qui sont liées à son employeur. Je rentre pas dans le détail, mais il faudrait changer son statut et qu'il soit plus peut-être salarié, qu'il soit plutôt consultant. Voilà, il faudrait réfléchir à des choses comme ça. Si c'est possible, mais dans les grands groupes, c'est quand même difficile. Donc quelqu'un qui a juste des salaires, franchement, on peut difficilement faire quelque chose puisqu'il y a un barème de l'impôt sur le revenu. C'est le même pour tout le monde. Moi, je ne peux pas faire de miracle. Je ne peux pas dire, toi, tu auras un barème différent. D'accord ? Donc quelqu'un qui a juste des salaires, je ne peux pas faire grand-chose pour lui. Par contre, quelqu'un qui a que des salaires, imaginons quelqu'un qui gagne 100 000 euros de salaire, qui paye 10 000 euros d'impôts. Je fais exprès de... C'est pas les bons chiffres, mais c'est pour que ce soit rond. Donc 100 000 euros de revenus, 10 000 euros d'impôts. Moi, ce que je peux réussir à faire avec lui, et ce qu'il peut réussir à faire lui tout seul même, c'est réussir à augmenter ses revenus grâce, par exemple, à l'immobilier, sans augmenter ses impôts. C'est-à-dire qu'en fait, 100 000 de revenus, 10 000 d'impôts, je ne vais pas lui baisser ses impôts. Ça, c'est pas possible. Par contre, je vais faire en sorte qu'il gagne 110, mais que ses impôts restent à 10. D'accord. Et donc, ça revient un peu... Et c'est la phrase que j'ai écrite dans mon livre en introduction. Celui qui cherche à baisser ses impôts n'a pas compris la logique. L'objectif, ça doit être d'augmenter ses revenus sans augmenter ses impôts. En fait, il faut regarder vers le haut et pas vers le bas. Mais c'est une mentalité à avoir. Je suis totalement en phase à 100%. C'est quelque chose que j'ai souvent mis en avant, de ne pas essayer de toujours, par exemple, sur un autre aspect que le budget, d'essayer de réduire au maximum ses dépenses, mais plutôt d'essayer d'augmenter ses revenus, parce que le potentiel, il est bien plus grand. Déjà, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre. Et puis, on sera dans une logique positive. On va vers le haut. Oui, clairement. Quand même mieux. Plutôt que d'essayer toujours de réduire. Exactement. C'est intéressant le cas que tu as mentionné du salarié, même s'il gagne un gros revenu et qui peut rien faire sur son impôt sur le revenu. Parce que, par exemple, j'avais déjà fait une vidéo une fois sur les réseaux sociaux qui expliquait tout simplement le système par tranche marginale de l'impôt sur le revenu. Okay. Donc, juste pour expliquer. Et cette vidéo, elle avait fait pas mal de vues. Et il y avait un commentaire qui était assez marrant, que je voyais qui revenait de façon récurrente. Dans l'exemple de la vidéo, de façon volontaire, j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui gagne 10 000 euros net par mois parce que ça me permettait d'aborder toutes les tranches un peu jusqu'à la dernière, jusqu'à 41%. Et il y avait beaucoup de commentaires qui revenaient souvent qui disaient de toute façon, une personne qui gagne 10 000 euros net par mois, elle a les moyens de payer un conseiller qui lui fera payer 0 euros d'impôt. Donc ça, c'est une idée que beaucoup ont. Non, et toi, en tant qu'expert, tu peux clairement dire que... Je peux le dire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Encore une fois, le seul moyen de ne pas payer d'impôt sur le revenu, c'est de ne pas avoir de revenus salariés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un salaire, il y a quasiment pas de solution pour ne pas payer d'impôt sur le revenu. Je dis quasiment pas parce qu'il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des cas particuliers. Il y a des réductions et des crédits d'impôt qui permettent de baisser son impôt, mais ça reste des dépenses. Donc voilà, il y a des choses qui sont possibles, mais je crois que le but, c'est pas de vendre du rêve aux gens qui nous regardent. Le but, c'est d'être cohérent. Par contre, on a parlé des salariés. Par contre, c'est vrai que de créer des entreprises, ça permet de complètement maîtriser tout ce qui nous arrive. C'est pas pour rien si les gens qui sont riches ont des entreprises. L'entreprise, si je devais résumer ce que permet d'avoir une société, enfin ce qu'apporte une société, moi je le résume comme ça, je dis toujours que la société, c'est la possibilité pour celui qui la crée de maîtriser tout ce qu'il va faire. Il va choisir combien il se verse tous les mois. Il va pouvoir déduire ses charges avant impôt. Et c'est ça la grande différence d'ailleurs. Un salarié, il gagne son salaire, il paye l'impôt sur le revenu et après il vit. Un chef d'entreprise, une société plutôt, elle rentre du chiffre d'affaires, elle paye tout ce qu'elle a à payer et ensuite elle dépense ses charges. Et ensuite elle paye l'impôt sur ce qui reste. Elle paye l'impôt sur ce qui reste après déduction des charges. Quand on voit, moi je préfère avoir une entreprise qui vit avant impôt plutôt qu'être salarié et vivre après impôt. Donc il y a beaucoup plus de leviers en France pour les entrepreneurs pour les salariés. Bien sûr, c'est une évidence. Mais pas la même sécurité, évidemment. D'accord. Et toi qui accompagnes donc pas mal d'entrepreneurs, etc., tu l'as dit toi-même, donc on peut faire entrer du chiffre d'affaires et ensuite déduire des charges avant l'impôt, etc. Est-ce que tu n'as pas déjà vu des entrepreneurs qui ont un peu atteint cette limite, la limite du légal pour les charges qu'ils font passer sur leur société, etc. Quelle est un peu cette limite jusqu'à quel point on peut vivre sa société? Et est-ce que tu as déjà vu des personnes qui ont eu des contrôles fiscaux par la suite, etc. Bien sûr. Alors, plusieurs précisions là-dessus. Déjà, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que toutes les charges qui sont liées à l'activité qu'on exerce,
on peut les déduire de son chiffre d'affaires. Il n'y a pas de limite. La seule limite juridique, par contre, c'est ce qu'on appelle l'acte anormal de gestion. On n'a pas le droit d'avoir une dépense qui n'entre pas dans l'intérêt de l'entreprise. On n'a pas le droit d'appauvrir l'entreprise contre son intérêt. Le point de départ du raisonnement, et je le dis bien pour tout le monde, c'est que quand vous êtes chef d'entreprise, l'entreprise, c'est pas vous. L'entreprise, c'est une personne à part entière. On a créé une vraie personne. Imagine que toi, tu es mon entreprise. J'ai pas le droit de t'appauvrir sans raison. D'accord ? Donc, je crée une vraie personne, une société. À partir de là, je peux passer toutes les charges que je veux, mais il faut que ça ait un lien avec l'activité. Il faut que ce soit dans l'intérêt de l'entreprise. Et donc, à partir de là, à vous de réfléchir, à vous de raisonner pour vous dire, OK, est-ce que la dépense que je fais, elle a un intérêt de près ou de loin avec l'objet de l'entreprise. Et donc, il n'y a pas de liste limitative. Donc ça, c'est le côté positif, c'est la beauté de la matière fiscale. Il n'y a pas de liste limitative. On ne peut pas te dire, ce truc-là, tu ne peux pas le passer parce qu'il n'y a pas de liste. Par contre, il faut avoir une cohérence. Il faut être capable d'être cohérent dans tout ce qu'on dépense. J'en ai beaucoup parlé au séminaire que j'ai organisé l'an dernier. Je vais en reparler au séminaire qui arrive le 30 mars. On va faire une vraie partie sur qu'est-ce que je peux déduire dans une entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de jurisprudence, évidemment. Il y a plein de choses. Par exemple, si demain j'ai une entreprise de travaux, si les gars qui font les travaux pour les clients, si je les fais venir un soir pour construire ma piscine chez moi, on est dans l'acte anormal de gestion. Parce que j'aurais dû faire rentrer de l'argent dans mon entreprise en échange, sauf que je ne l'ai pas fait. Donc, je commets un acte anormal de gestion. Tu vois, et en fait, toutes les dépenses, il faut être en fait cohérent dans toutes les dépenses qu'on a. Et d'ailleurs, j'ai fini l'intervention l'année dernière sur ce sujet de la manière suivante. J'ai dit, le plus important, c'est d'avoir une histoire à raconter sur chaque dépense. Et donc, je disais à tous ceux qui nous écoutaient, écrivez du coup votre histoire sur chaque dépense que vous avez. Toujours avoir une trace un peu, son suivi. Bien sûr, des justifications qui sont cohérentes. Il faut être cohérent. Les contrôles fiscaux, évidemment, on pourrait en parler, mais contrôles fiscaux, c'est la conséquence de l'absence de cohérence. À quel moment ça se déclenche un contrôle fiscal concrètement ? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. J'ai lu des chiffres. Il y a plus de 25% de contrôles fiscaux qui sont déclenchés là, depuis quelques mois grâce aux intelligences artificielles. Ah, d'accord. Ils l'ont utilisé à leur avantage, au final. Oui, mais encore une fois, il faut être... Moi, j'essaie toujours d'être bienveillant et d'être objectif dans tout ce qui se passe. On a une administration fiscale qui est chargée de contrôler le bon paiement de l'impôt par les citoyens français. Le contrôleur des impôts, il fait son travail. Oui, très clairement, oui, bien sûr. Alors, après, ça se passe plus ou moins bien. Parfois, ça se passe pas bien parce que humainement, il y a des problématiques. Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, de ce que j'ai vu aujourd'hui, dans 95 à 98% des cas, si chacun se comporte humainement normalement, il y en a un qui fait son travail, l'autre qui essaie de justifier les questions qui lui sont posées, de justifier les réponses, et puis on arrive à trouver un terrain d'entente. C'est très rare qu'un contrôle fiscal, je le dis pour tout le monde, c'est très rare qu'un contrôle fiscal aille jusqu'au procès devant un juge. D'accord. Généralement, un contrôle fiscal, ça se règle entre guillemets à l'amiable avec l'administration fiscale. En fait, on se met d'accord. On se met d'accord. Vous voyez, c'est vrai que là, j'ai peut-être un peu exagéré sur telle dépense, donc on accepte le redressement pour ça. Par contre, vous voyez, pour ça, j'ai quand même des justificatifs, donc vous ne pouvez pas me redresser dessus. En fait, on est quand même dans un dialogue. En tout cas, on essaye d'être dans un dialogue. Mais je sais que parmi les gens qui nous regardent, il y en a qui ont vraiment dégusté, certainement dans le cadre des contrôles fiscaux, et qui vont dire, oui, ça dépend pour qui. C'est vrai que ça dépend pour qui. D'accord, parce que les redressements, ils peuvent être très importants rapidement. Bien sûr. À partir du moment où vous avez un redressement, il y a des intérêts, des majorations qui s'appliquent. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas payé l'impôt sur les sociétés qu'il devait parce qu'il a déduit trop de charges, il va non seulement devoir payer ce qu'il aurait dû payer, mais en plus, il y a des intérêts de retard de 0,20% par mois de retard, plus des majorations de 10%, voire de 40 ou 80%, selon la situation. Donc assez sévère. Donc ça peut vite chiffrer. Il ne faut même pas essayer de jouer avec la limite. Encore une fois, il faut être cohérent. C'est ça. La règle, c'est ça, c'est d'être cohérent. Si vous faites un truc qui n'est pas cohérent, de toute façon, vous le sentez. Le gars qui, avec sa carte bleue de l'entreprise, qui paye le cadeau d'anniversaire de son fils le week-end, il sent qu'il n'est pas dans les clous. Il le sait. Il n'est pas cohérent. Donc, un entrepreneur, pour toi, à tout stade, il devrait toujours se faire accompagner pour être sûr de savoir un peu ce qu'il fait, si c'est la meilleure approche, etc. Au moins faire un gros point. Au moins faire un point, annuel ou une fois tous les 2-3 ans, pour voir, s'il y a des moyens d'optimiser. Il y a toujours des moyens d'optimiser, notamment en entreprise. Et 2, voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, en fonction de l'actualité, des décisions de jurisprudence qui interviennent, etc. Voilà, faire un petit point régulier, une petite session,
Et puis en plus, ça permet, moi je dis toujours, le chef d'entreprise qui dit moi je m'y intéresse pas, c'est qu'il a rien compris au business. Parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre comment on est traité fiscalement. Bien sûr. Moi, c'est hors de question, et toutes les personnes avec qui je travaille le savent, c'est hors de question que j'arrive et je dis tu fais ça, point. Non, tu comprends d'abord de quoi on parle et c'est toi qui vas prendre la décision. On va la prendre ensemble, mais c'est toi qui dois décider après avoir compris ce qui se passe. Et je trouve quand même cette approche bien mieux et je suis quand même assez surpris qu'il y ait des entrepreneurs qui... C'est quand même leur business, leur société, et ils ne s'intéressent pas à comment fonctionnent les chiffres derrière. Parce qu'ils estiment qu'ils font appel à des pros qui doivent prendre les décisions pour eux, et surtout, eux, ils veulent se concentrer juste sur le fait de faire de l'argent. Sauf que ce n'est pas la bonne approche. Parce que quand on est un entrepreneur et qu'on ambitionne de se développer, on est obligé de comprendre ce qui se passe. On peut pas juste faire du business sans comprendre comment ça fonctionne. Il faut qu'on maîtrise un minimum la compta, un minimum la fiscalité. Bien sûr. Un minimum la communication qu'on a dans notre entreprise, un minimum on est obligé de tout maîtriser un minimum. Sinon, on n'est pas un vrai chef d'entreprise. Si on revient à notre salarié dont on a parlé tout à l'heure, qui n'a pas trop de possibilités du coup d'optimiser son impôt sur le revenu, imaginons un salarié avec un salaire assez classique et qui décide plutôt, qui a bien écouté ce que tu as dit, et qui décide plutôt d'essayer d'augmenter ses revenus, et par exemple il va se lancer dans un projet immobilier. Concrètement, là sur un projet immobilier, il aura quoi comme levier pour optimiser sa fiscalité, pour ne pas trop subir la fiscalité en investissant dans l'immobilier? Alors dans l'immobilier, il y a... Pareil, je ne peux pas rentrer dans le détail, il y aurait tellement de choses à raconter, mais le principal levier que tu connais, c'est le fait de réaliser des travaux. Puisque les travaux qu'on réalise vont pouvoir être déductibles d'un point de vue fiscal et donc vont permettre d'amener dans la catégorie de revenus qui nous concerne, que ce soit les revenus fonciers en location nue ou les bénéfices industriels et commerciaux en location meublée, vont permettre d'avoir un résultat fiscal de 0 dans cette catégorie de revenus. Et donc, du coup, potentiellement, j'ai des loyers qui rentrent, mais fiscalement, je paye mon impôt et mes prélèvements sociaux sur 0. Donc, du coup, j'arrive à faire rentrer des loyers. Je dois évidemment rembourser mon crédit, mais ces loyers ne sont pas fiscalisés. Et donc, c'est ce qui va permettre d'augmenter les revenus sans augmenter les impôts, puisque cette partie-là est à 0. Donc, c'est ça un petit peu le levier principal, c'est la réalisation de travaux. Bon, évidemment, chaque cas est particulier, donc on pourrait en parler des heures, évidemment. Mais on va dire que le levier principal, c'est la réalisation de travaux. Au final, l'avantage de l'immobilier d'un point de vue fiscal, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure avec l'entrepreneuriat, c'est le fait que contrairement à un salarié, on reçoit des revenus, on déduit les charges et ensuite on paye l'impôt, contrairement au salariat. Exactement. Ensuite, pour un investisseur immobilier qui commence un peu... des fois à avoir quelques biens ou à faire plusieurs opérations, ou même dès le début, ça peut arriver. Des fois, il y a des investisseurs qui sont amenés donc, à créer ensuite une SCI, puis ensuite à en venir la holding. Donc ça, SCI et holding, c'est deux mots qui font quand même assez rêver. J'ai pu le remarquer sur les réseaux sociaux. Dès que tu en parles, il y a beaucoup de gens pour qui c'est très mystérieux et qui ont l'impression que c'est quelque chose qui est réservé un peu à une certaine élite. Toi qui es un peu un expert dans le domaine, une SCI, une holding, concrètement, ça sert à quoi et ça s'adresse à qui? Est-ce que tout le monde peut... et est-ce que tout le monde en aurait l'utilité, tout simplement? Déjà, ce qui est certain, c'est que, on ne commence pas par ça. On ne commence pas à faire de l'investissement en nom propre. Premier point. Deuxième point, la création d'une SCI. Alors pareil, il y a deux types de SCI, soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Impôt sur le revenu, je peux faire que de la location nue. Impôt sur les sociétés, je peux faire les deux. Impôt sur les sociétés, généralement plus intéressant, mais je ne peux pas rentrer dans le détail. Je crée une société lorsque je veux investir à plusieurs. Donc, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire mon investissement. Et que je n'ai pas besoin de revenus complémentaires parce que je vous rappelle qu'une société, comme c'est une personne à part entière, l'argent qui rentre dedans, je ne vais pas le récupérer en perso. Donc ça, c'est le premier point important. Deuxième point important, la société holding, il ne faut pas en avoir peur. Par contre, il faut voir un professionnel avant de mettre en place une structuration. Mais une société holding n'a généralement de sens, et encore une fois, je suis obligé de dire des mots généraux, mais il y a toujours des exceptions, n'a généralement de sens qu'à condition d'avoir en dessous une machine à cash. Un business qui tourne. Je ne mets pas une société holding en place juste pour dire ça me permet de faire passer de l'argent d'une SCI à une autre. Ça peut. Mais la plupart du temps, il faut quand même avoir en dessous un business qui tourne de manière, dans la durée, de manière durable. D'accord. Si c'est mettre une holding pour faire remonter dedans 5 000 €, avec tout le respect que j'ai pour n'importe quelle somme d'argent, évidemment, mais avec 5 000 € qui remontent, on ne va pas faire grand-chose comme projet immobilier en termes d'apport, etc. Donc, non, c'est clairement pas adapté à tout le monde.
Je pense que c'est très adapté à des chefs d'entreprise. C'est pas trop adapté à des particuliers qui sont salariés. Mais encore une fois, je peux difficilement avoir un raisonnement complètement généralisé parce qu'il y a toujours des cas particuliers. D'accord. Vous voyez, vraiment, il faut voir un professionnel pour valider sa structuration. Ne faites pas l'économie, et je le dis vraiment dans le cas, ne faites pas l'économie des professionnels qui vous accompagnent et qui doivent vous accompagner. C'est important d'avoir des bons partenaires. C'est important d'avoir un bon notaire qui va nous accompagner, un notaire de confiance. Moi, j'ai un très bon notaire. C'est un ami à moi, c'est réactif, il sait de quoi il parle, etc. C'est important d'avoir un bon expert comptable. C'est important d'avoir un bon fiscaliste. C'est important d'avoir parfois un bon avocat spécialisé en droit de l'immobilier parce que des fois, on a des problèmes d'immobilier. C'est important. On n'économise pas ces frais-là. D'accord. Donc l'importance de bien s'entourer pour ne pas subir la fiscalité plutôt. Et surtout se concentrer sur sa zone de génie. C'est-à-dire qu'on prend des professionnels, on se décharge mentalement des problématiques qui ne sont pas notre domaine de spécialité, et puis nous, on se concentre sur le développement de ce qu'on veut faire. À quel moment, à quel stade tu penses que quelqu'un devrait être amené à faire appel à un spécialiste, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur Dès le début. Dès le début. Dès le début. Okay. En fait, dès le début, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre en place une stratégie claire sur du moyen-long terme. Donc, c'est quand même top. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un au début. Moi, en tout cas, quand je vois quelqu'un qui démarre, je le vois 1 heure, 1 heure et demie. Il a son plan d'attaque sur 3-4 ans. Il n'a plus qu'à suivre, entre guillemets. Il n'a plus qu'à avancer sereinement. Il n'y a pas besoin de récupérer les bêtises qui ont été faites. Il n'y a pas besoin de modifier ce qui a déjà été fait, etc. Donc, je crois que dès le début, ça vaut le coup. Parce que je te challenge un peu dessus volontairement, mais toi, tu as vraiment cette approche d'expliquer aux gens qui comprennent comment ça fonctionne. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas d'autres spécialistes, des fois, qui essayent plutôt de gérer la partie fiscale et qui ensuite enchaînent plusieurs rendez-vous, et donc ça fait quand même des coûts à gérer en plus au final? J'ai une logique vraiment très différente. C'est-à-dire que moi, quand je vois quelqu'un, quand il repart, je veux qu'il soit autonome. Je veux plus le revoir, entre guillemets. et c'est bizarre de le dire comme ça, parce que tu te dis, ouais, mais du coup, tu vas pas le refacturer. Eh ben ouais, mais justement, je préfère que cette personne-là parle à 10 nouvelles personnes plutôt que de le voir revenir la semaine d'après parce qu'il n'a pas compris ce que je lui ai raconté. Donc, je suis dans une logique totalement différente de la plupart des professionnels. C'est-à-dire que moi, je veux rendre autonome la personne qui vient me voir. Quand il part, il doit être autonome. Il doit plus avoir besoin de moi, entre guillemets, hein, parce qu'il y a des cas particuliers où on accompagne sur la durée, mais sur, par exemple, une stratégie, je veux que la stratégie elle soit claire. Il reviendra dans 3 ans quand il aura mis en place ce qu'on a dit, ou dans 2 ans, ou dans 6 mois s'il va très vite. Il reviendra à ce moment-là. Moi, je veux que le gars soit autonome, qu'il ait plus besoin de moi. Par contre, je sais que comme il sera trop content d'avoir tout compris et qu'il sait où il va me recommander à 10 personnes autour de lui. Et je préfère rencontrer 10 nouvelles personnes que je vais voir qu'une seule fois, plutôt que d'avoir un gars qui revient tous les 2-3 mois en me disant « Putain, ce que vous m'aviez dit, j'ai rien compris, je suis pas sûr, c'était pas clair, est-ce qu'on peut se revoir, etc. » Et il y en a qui sont dans cette logique pour refacturer. Au final, moi, c'est tout le contraire. Comme tu dis, les recommandations, le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui permet à long terme de se développer réellement. Quoi. Exactement. En tout cas, moi, j'ai toujours voulu faire mon boulot sérieusement. Je fais pas de rétention d'informations. Je donne tout ce qu'il faut savoir, je le donne. Et après, vous êtes autonome pour avancer. Moi, c'est ce qui me semble le plus juste et le plus judicieux sur le long terme. Est-ce que cette approche, elle te vient pas aussi du fait que, vu qu'à côté, tu es professeur en université, etc., tu as l'habitude plus de transmettre plutôt que de dire fais ça, fais ci. Exactement. Je suis vraiment dans la transmission. C'est mon quotidien. Moi, quand je vois un client, entre guillemets, je fais une formation. Je lui fais une formation perso. C'est ça qui m'intéresse. Je le forme pendant 1 heure, 1 heure et demie sur sa propre situation, sur sa propre stratégie. C'est de la formation. Transmettre, toujours. La transmission avec des mots simples en étant accessible. Je ne vais pas m'emballer dans des termes compliqués. Je ne vais pas lui envoyer des articles du Code général des impôts dont il se moque éperdument. Il n'y a pas de tout ça. Oui, de temps en temps, je donne un petit article parce que je me dis, s'il veut aller jeter un œil, tac, il a l'article. Mais sinon, ce n'est pas la peine. En parlant de formation, il me semble que j'avais vu passer à ton université que tu avais créé un diplôme spécifique, donc en collaboration avec une autre personne qui est assez connue sur les réseaux sociaux, il me semblait. Alors, pas en collaboration, parce que c'est mon statut de maître de conférence qui permet de créer un diplôme universitaire dans une université. Donc on a créé ce diplôme universitaire qui s'appelle éducation fiscale et financière. C'est le premier qui existe, c'est le seul qui existe en France. C'est le vrai diplôme universitaire qui existe.
pour le coup, c'est une vraie formation. Du coup, c'est pas une formation privée que vous prenez à quelqu'un sur les réseaux ou ailleurs, et qui sont très bien, au demeurant, c'est pas ça le sujet. Mais là, vous avez une vraie formation universitaire, ça se passe dans une université, et à la fin, vous avez un vrai diplôme. Et avec, pour la petite anecdote, quand j'ai créé ce diplôme, je me suis dit, il faut que l'examen final soit différent. Il faut que ce soit un truc différent. Je voulais pas un examen où... Faire un investissement immobilier. Alors, tu vas voir qu'on m'a même volé l'idée entre-temps. Tu vas très vite comprendre. L'examen final, donc on a une promo d'une 30aine ou 40aine de personnes chaque année, quasiment que des professionnels qui viennent de toute la France. D'accord. Donc il y a des entrepreneurs, etc., de toute la France qui viennent. Ça se déroule sur 12 samedis dans l'année. Physique, présence physique. À Lille, c'est ça? À Lille, présence physique quasi obligatoire, on met un petit zoom de temps en temps parce qu'il y en a qui ont des enfants, etc. On essaie quand même d'être compréhensif, mais l'idée c'est de créer une vraie promo, une vraie aventure humaine. Ils doivent au fur et à mesure de l'année se découvrir, se rencontrer. Ils ont des formations, donc ils ont des journées de formation en fiscalité, compta, finance, crypto, entrepreneuriat, etc., etc. Donc 12 samedis dans l'année. Il y a plusieurs modules, 12 samedis dans l'année, 12 intervenants. 12 intervenants. Une dizaine d'intervenants, parce que moi j'interviens 2 fois, mais une dizaine d'intervenants. Wow, que des spécialistes que je maîtrise, qui sont quasiment que des amis ou des associés à moi. Donc, je suis sûr de la qualité. Et l'examen final, ça pour dire, donc ils doivent se rencontrer pendant l'année, ils apprennent à se connaître, etc. Ils forment des petits groupes pendant de 3, 4, 5, etc. Et à la fin de l'année, ils doivent soutenir devant un jury d'entrepreneurs un projet d'entreprise. D'accord, ok. Tu vois à quoi je veux faire référence. Ce truc-là, je l'ai fondé avant que Qui veut être mon associé arrive à la télé. C'est exactement ça. Le même principe. C'est exactement le même principe que j'ai créé avant que ça arrive avant que ça arrive. Je crois que ça existait aux États-Unis. Mais bon, et vous investissez aussi comme moi. Exactement. Non, bien sûr. C'est des projets qui nous sont présentés d'entreprise. Et si le projet vaut la peine d'être, on déclare toujours un gagnant, un gagnant à la fin ou 2 gagnants, deux projets qu'on va décider d'aider à se développer financièrement et sur les réseaux sociaux. Donc on est vraiment dans cette logique et alors par contre, on va un peu plus loin dans le process parce que par contre, chaque groupe doit nous remettre un vrai dossier avec une partie fiscale, une partie comptable, une partie communication, une partie financière, un business plan, etc. Donc il y a un vrai apprentissage. Ils soutiennent les projets, on écoute avec un jury d'entrepreneurs et ça se passe exactement. Et par contre, c'est des soutenances qui durent 30-40 minutes parce qu'on leur laisse quand même le temps de bien présenter leur projet. Mais voilà, tu as compris l'idée. On a mis ça en place. Tout le monde adore. Génial. Ça se passe super bien. J'espère que ça va générer des candidatures. On est full tous les ans. Il faut savoir que sur les diplômes universitaires, il n'y a jamais de candidature quasiment. Oui, et la plupart du temps, c'est en Zoom, c'est machin, c'est à l'arrache, etc. Pour le coup, il y en avait dans mon université, mais c'était vraiment très à la marge. 5-10 personnes par DU, exactement. Etc. Là, chaque année, j'ai 200-300 candidatures sans problème. Donc tu dois filtrer. Donc je filtre, bien sûr. Je filtre et je prends les plus motivés. Il n'y a pas de condition de diplôme. Je m'en moque que vous ayez un bac plus 5, bac plus 2. Il y a des étudiants dans le lot Je prends quelques étudiants qui sont des étudiants à moi en master et que j'estime être en capacité d'être mélangés à des professionnels. Et donc, en fait, c'est aussi ça l'objectif. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai jamais été confronté à des professionnels quand j'étais étudiant et je pense que toi non plus. Et ben là, je fais en sorte que le mélange se fasse. Vraiment. Les professionnels, ils vont se servir des étudiants qui sont en train de devenir des spécialistes de la fiscalité et les étudiants, ils vont apprendre de l'expérience de vie des professionnels. Ce qui est... T'as quand même, du coup, t'es professeur donc, en droit fiscal et à côté, t'es fiscaliste. Est-ce que, du coup, concrètement, vu que c'est toi qui les formes, ça t'arrive de travailler ensuite avec tes étudiants ? Complètement. Complètement. J'ai déjà recruté une personne. Ton centre de formation. Mais l'idée, très clairement, c'était de boucler la boucle. C'est-à-dire qu'encore une fois, en étant maître de conférence à l'université, progressivement, tu vois, par exemple, mon notaire intervient dans le master. D'accord. Parce que je connais la qualité de ce qu'il va transmettre. J'ai un expert comptable que je connais bien qui intervient. Je sais la qualité. J'ai un chef d'entreprise que j'ai dans le Sud, qui est un bon ami à moi, qui vient intervenir sur une partie fiscale aussi. En fait, je veux qu'il soit le mieux formé possible, avec de la pratique, des gens concrets, pas uniquement du théorique. Et bien sûr, il y a une personne qui était dans le master à la base et qui travaille aujourd'hui avec moi. Et j'exclus pas d'en recruter d'autres, sans problème. Ok. Parce que cette personne, c'était la meilleure de la promo ou alors, comment tu l'as sélectionnée ? Alors là, on rentre dans d'autres sujets qui sont hyper intéressants. Et d'ailleurs, j'en discute beaucoup avec les étudiants. C'est pas forcément le meilleur en fiscalité.
ou le meilleur dans un domaine qui va avoir le meilleur poste après. Ça, je suis bien Et d'accord. je leur parle de ce caractère de savoir se rendre indispensable. Dans une entreprise, c'est extrêmement important. Et bon, là-dessus, j'ai une anecdote que j'aime bien raconter. Je te la raconte en rapide, mais en gros, moi, tu sais, quand j'arrive à l'université pour faire mes cours, je sais jamais dans quel amphi je dois faire cours. D'accord. C'est-à-dire que j'arrive à l'université, je penche un peu la tête, je regarde, j'essaie de reconnaître 2-3 têtes, et puis je vais finir par trouver l'amphi. D'accord. T'as pas un plan des salles, etc. Et c'est, alors encore une fois, il y a un site, il faudrait que j'aille voir, oui, ok, il y a d'accord. un lien, machin, mais quand j'arrive à l'université, j'étais au téléphone avant, machin, je l'ai pas fait, bon, j'arrive, et des fois, c'est vrai que ça me gonfle parce que je trouve pas l'amphi. Et un jour, je raconte cette anecdote en cours, d'accord ? Et cette personne que j'ai recrutée après, à partir de ce jour-là, elle m'envoyait avant chaque cours un message avec le numéro de la salle. Tu comprends un petit peu ce côté... C'est super smart. C'est super smart. Alors évidemment, elle n'est pas nulle en fiscalité, sinon ce serait pas possible. Oui, bien sûr, mais oui, quand même. tu comprends l'idée de se rendre indispensable avec des petites choses. Se différencier par Exactement. les petites choses. Exactement. Et donc du coup, souvent, je prends cet exemple et je leur raconte même aux étudiants en leur disant, bien sûr, il y a la fiscalité, bien sûr, il y a le niveau que vous avez, mais il y a aussi votre comportement humain, c'est-à-dire qu'il faut être aussi quelqu'un d'agréable, qui apporte humainement quelque chose, et puis il y a les petites choses. Des toutes petites choses parfois. Chef d'entreprise, je sais pas moi, le chef d'entreprise, demain, tu as ton boss, tu dois l'accompagner à l'aéroport. Tu arrives à l'aéroport, on est en période de Covid, et tu as pensé à lui prendre un petit gel hydroalcoolique et tu lui donnes avant qu'il décolle. Tu vois un peu ces petites choses auxquelles le chef d'entreprise n'a pas forcément le temps de penser, à oublier, etc. etc. Et c'est ces petites choses-là qui font que tu deviens potentiellement indispensable. Ce que tu me dis, ça me fait beaucoup penser aussi à la façon de demander ou d'aborder quelqu'un, lui demander quelque chose. Parce que par exemple, quand il y a quelqu'un qui va aller présenter un projet ou demander quelque chose à quelqu'un qui est un peu plus, je sais pas, haut placé que lui, souvent il va lui envoyer un message, lui demander, et parfois il n'a pas de réponse. Alors que la bonne approche, comme tu dis, c'est plutôt essayer d'apporter quelque chose, de se demander qu'est-ce que cette personne pourrait lui apporter, et ensuite derrière de demander une collaboration ou quelque chose. Complètement. Complètement. Non, en tout cas, c'est génial que tu... Et cette personne, aujourd'hui, elle travaille toujours avec toi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, okay. Bien sûr. C'est une personne de confiance et bien sûr, ouais, sans problème. Elle su se distinguer. Ouais, complètement. Et comme tu le disais, c'est smart. C'est différent. Ce petit élément qui fait la différence. Des CV avec le même parcours, il y en a plein. Ouais. Par contre, le petit apport, soit humain, soit par un petit quelque chose, il faut savoir le faire. Et je suis d'accord aussi totalement sur le fait, là où je te rejoins, c'est que... J'ai vu certaines personnes qui étaient excellentes à l'université, etc., qui étaient parfois les majors, etc., qui ont fait des très belles choses derrière, mais ce n'est pas nécessairement ces personnes qui ont eu les plus beaux postes ou qui ont en tout cas les plus belles positions aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas des fois toujours, comme tu dis, ce petit élément qui fait qu'elles vont sortir du cadre. Exactement. Vraiment, quand tu es cloisonné dans ton cadre, souvent tu loupes des opportunités. Et puis surtout, on peut rajouter aussi, je pense que tu seras assez d'accord avec moi, la réussite, les diplômes ne sont en aucun cas, les diplômes et les titres ne sont en aucun cas des garanties ni de compétences, ni de comportement humain. Et franchement, quelqu'un qui est diplômé, mais qui n'est pas compétent, il y en a plein des gens comme ça. Et des gens qui sont diplômés et qui humainement ne sont pas agréables, ne savent pas se comporter, il y en a plein aussi. Et donc du coup, les diplômes ne font pas tout. On a été, toi et moi, à l'université. Moi, je me suis toujours dit, et d'ailleurs c'est amusant, j'ai entendu Anthony Bourbon dire ça là, il n'y a pas longtemps sur une vidéo qui est sortie. Il dit, mais les études à la fac de droit, lui, il va un peu loin, il dit que c'est une escroquerie, mais sur le fond, je suis assez d'accord avec lui. Il dit on pourrait faire les 5 années ou 3 ans en une année. Et je suis tellement d'accord avec ça. D'accord. Si moi, je me suis toujours dit, mais on a cours de septembre à mars ou à avril. C'est très court. Et le reste de l'année, on pourrait limite faire une deuxième année. Et là, on pourrait aller plus vite, on pourrait réaliser tout ce qu'on a à faire, on pourrait le condenser en 1, 2, 3 ans maximum au lieu de 5. Je suis totalement d'accord, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui a fait un doctorat, qui est professeur lui-même, et pourtant, donc du coup, tu as quand même cette optique que les diplômes ne font pas tout, qu'il faut aussi faire derrière. Mais il en faut, pour la majorité d'entre nous, c'est quand même quelque chose qui va nous permettre d'accéder à certains postes, à certains domaines, à certains réseaux. Donc,
Moi, quand je faisais ma thèse, j'étais pas le plus heureux du monde pendant ma thèse. Par contre, c'était une étape obligatoire. Aujourd'hui, je dis que je suis docteur en droit fiscal, que je suis maître de conférence à l'université. Bon, c'est des titres. Ça fait pas tout. C'est pas pour ça que je suis bon dans ce que je fais. Mais par contre, ça me permet d'avoir une certaine légitimité quand même. Avant de finir notre échange, il y avait aussi une dernière question que je voulais te poser. C'est beaucoup plus généraliste. Toi qui es un expert de la fiscalité, et surtout en France, etc., est-ce que tu penses que la fiscalité, elle est trop lourde en France, au final ? Oui et non. Oui, elle est trop lourde parce que je la paye comme tout le monde. Et que quand je paye mes impôts comme tout le monde, je trouve ça trop cher. Et non, pourquoi ? Non, parce que on est sur une logique, c'est toujours cette relation-là que nos responsables politiques essaient de trouver. On passe notre temps à créer de la dépense publique. On passe notre temps à financer des nouveaux services publics. Donc, plus on a de services publics à financer, plus les impôts vont être élevés. C'est impossible de faire autrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dès que tu as mal à la tête, tu vas chez le médecin, que ça te coûte 0, en vérité, ça ne te coûte pas de 0. C'est juste que l'État prend en charge bien sûr. ta dépense. Et donc, plus on va avoir de dépenses publiques, et les dépenses publiques, il y en a plein. Quand tu prends le projet de loi de finances, tu as les 32 ou 34 missions de services publics, tu les vois apparaître. Quand tu vois que dans l'enseignement, on met tant de milliards, dans l'éducation, on met tant de milliards, dans la défense, on met tant de milliards, etc., en fait, plus il y a de dépenses publiques, plus on crée de la dépense publique, et plus les impôts vont augmenter. Ça ne peut pas être autrement. Donc, si on veut baisser nos impôts, il n'y a qu'une seule solution, c'est de baisser nos dépenses publiques. Ça veut dire qu'il faut arrêter de dépenser tout et n'importe quoi dans de la dépense publique. Dès qu'il y a un besoin, on crée une dépense publique. C'est pas possible. Et surtout, c'est comme dans tout. Dès que tu crées quelque chose, une fois que c'est créé, c'est mort. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ou très difficilement. T'imagines si je te dis aujourd'hui, et je dis à tous ceux qui nous regardent, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez chez le médecin généraliste, vous allez payer 35 €. Je pense qu'il y aurait du monde à la rue. Et pourtant, c'est pas forcément incohérent. Il y a beaucoup de vu pays qui notre le font. situation. Oui. Vu notre situation, mais encore une fois, c'est pas ce que je veux, attention, bien sûr. mais c'est un exemple. Est-ce que l'école gratuite ou l'université quasiment gratuite, si on la met payante, on va avoir plein de monde dans la rue, mais c'est aussi, ça veut dire qu'on baisse la dépense publique. Encore une fois, c'est pas ce que je veux, j'insiste, c'est des exemples, c'est pas ce que je veux. Je prends volontairement Mais il y a un moment donné, il va falloir prendre la liste des dépenses publiques et dire, celle-là, on peut pas. Stop. On arrête. Et de cette manière, on va baisser un peu la fiscalité. Il n'y a que comme ça. Il n'y a pas de solution miracle. Donc oui, la fiscalité, elle est trop haute, mais non, parce qu'au regard des dépenses publiques qu'on a, on n'a pas le choix. Nos responsables politiques sont obligés de trouver de l'argent. On va arriver à la fin de notre échange. En tout cas, je te remercie encore énormément pour ton temps, tout ce que tu as apporté, etc. C'était super intéressant. J'ai même pas vu le temps passer pour le coup, tellement c'était intéressant de discuter avec toi. Est-ce que s'il y a des personnes qui veulent te suivre, te contacter, etc., tu as des réseaux de préférence Oui, ils peuvent m'écrire sur Instagram, sur le compte d'Aragon Conseil. Ceux qui veulent se faire une petite journée fiscalité intense pour apprendre plein de choses et comprendre plein de choses, ce sera le samedi 30 mars dans le Var. Il reste quelques places au moment où on parle. Je ne sais pas s'il y en aura au moment où la vidéo va sortir. Je ne sais pas quand elle va sortir. Je pense d'ici la semaine prochaine. Donc ça prochainement. Parfait. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez venir assister à une journée de fiscalité avec des intervenants on va faire que de la fiscalité pendant une journée. L'an dernier, on a eu entre 400 et 500 personnes à Lille. Cette année, ça va être pareil dans le sud. Ça va vraiment être une bonne journée pour apprendre à optimiser plein de choses. Voilà, ça va être une super journée. Donc, le compte d'Aragon Conseil, vous pouvez me suivre. J'ai sorti un bouquin qui est Fiscalité immobilière, qui est le bouquin de fiscalité le plus vendu depuis toujours. Donc, c'est super, c'est une super nouvelle. Génial pour le coup. Ok, bon, je super. peux confirmer en tant que lecteur. Si tu l'as, donc voilà, pour ceux qui veulent un peu de lecture, là, pour le coup, les gens auront compris, je ne fais pas de la pub sur un bouquin qui coûte 30 €. Je crois qu'on gagne à peu près 1 € ou un peu moins d'1 €. Donc l'idée, c'est évidemment pas de mettre en avant, mais plutôt de mettre en avant des produits qui peuvent vous servir. Bien sûr. Donc voilà, les réseaux sociaux classiques d'Aragon Conseil. Et puis je vous retrouve fin mars pour le projet dont je vous ai parlé, un peu surprise, sortie de zone de confort. Mais je pense que ça va te plaire et ça va plaire à tout le monde. Je pense qu'après cet échange, les candidatures pour le DU peuvent potentiellement beaucoup augmenter également. Avec grand plaisir, je sélectionnerai les dossiers. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à, je crois, mai ou juin pour l'année prochaine. Avec grand plaisir, vous serez les bienvenus.
Encore un grand merci à toi et Avec un plaisir. grand merci à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Si vous voulez me soutenir la chaîne et m'aider à avoir d'autres interviews avec des personnes aussi géniales que Simon, tout ce que vous pouvez faire pour m'aider, c'est juste vous abonner, commenter, liker. C'est pas beaucoup pour vous, mais ça me soutient énormément. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bye.